Donc, stimuler le cerveau pour réduire la douleur. Je vais y aller là, avec un plan de présentation qui est divisé en 4 sections différentes. Je peux pas être à la QDC sans vous introduire la douleur et la douleur chronique. C'est sûr que vous en avez déjà entendu parler à maintes reprises. Je vais probablement répéter toutes les personnes qui sont passées avant moi, mais quand même, je pense qu'un petit rappel, ça fait jamais de tort. Mais je vais surtout aussi mettre l'emphase là, sur l'implication du cortex moteur, chose à laquelle vous avez peut-être déjà un peu moins entendu parler. Ensuite, je vais vous parler de la stimulation transcrânienne que j'appelle la TDCS. On va la voir un peu plus en détail ensemble. Et finalement, l'entrée de la TDCS vers le milieu clinique et c'est quoi le futur, comment on entrevoit cette approche-là dans les années à venir. Donc, si on commence par introduire la douleur chronique et l'implication du cortex moteur, comme je vous le disais. Donc, on commence par la douleur chronique. Qu'est-ce que c'est la douleur? Premièrement, quand elle n'est pas chronique, la douleur, elle a un effet qui est vraiment essentiel. Elle a un rôle qui nous permet de venir protéger l'organisme. Si on ne ressentait pas de douleur, ben, on aurait vraiment des gros enjeux parce qu'on se mettrait dans des situations dangereuses sans se protéger. Ce qui est plus problématique, c'est justement quand la douleur devient chronique, où là, en fait, notre douleur va perdre son rôle essentiel de protection de notre organisme, puis elle devient juste un espèce de fardeau auquel on est affligé parce que la douleur perdure, puis elle n'a pas nécessairement de raison d'être là, elle ne nous protège plus nécessairement. On parle de douleur chronique lorsqu'on a une douleur qui persiste, soit au-delà de la période de guérison normale. Ce terme-là étant un peu vague, on y va plus souvent avec des données plus précises comme au-delà de 3 mois ou au-delà de 6 mois. Donc, une douleur qui persiste plus longtemps que 3 à 6 mois, ce serait considéré comme une douleur chronique. Évidemment, c'est sans surprise qu'une douleur qui persiste à chaque jour, ça va avoir des impacts sur la qualité de vie des gens. Donc, ça va affecter plusieurs sphères de la vie, notamment l'appétit, le sommeil, l'humeur. Ça va aussi affecter notre autonomie parce qu'on est moins apte avec notre fonction physique à réaliser les tâches du quotidien. Qui sont les personnes qui sont les plus touchées par la douleur chronique? Malheureusement pour moi, la plupart du temps des femmes, donc plus de femmes que d'hommes et plus on avance en âge et plus il y a de risques de souffrir de douleurs chroniques. Il y a même des auteurs là, qui nous rapportent que c'est un aîné sur 2 qui aurait de la douleur chronique, donc vraiment 50 de la population. Quand on va dans la population plus jeune, on parle d'environ une personne sur 5, donc approximativement 20 de la population qui aurait de la douleur chronique. Depuis quelques années, là, je dirais peut-être depuis une dizaine d'années, vraiment, on s'accorde pour dire que la douleur chronique, c'est une pathologie en soi. Avant, c'était plutôt perçu comme un symptôme qui était connexe à un autre problème de santé. Mais maintenant, on sait que la douleur chronique, en tant que telle, il ne faut plus chercher la cause qui est une autre maladie, mais il faut vraiment traiter cette pathologie-là comme si c'en était une à part entière. Et c'est ce que les données nous disent maintenant. En fait, c'est une pathologie à part entière. Difficile de parler de douleur chronique sans parler du fardeau financier que ça amène. Je pense que pour les gens qui sont là, la plupart, vous êtes des patients, donc vous n'êtes pas sans savoir le fardeau financier que ça a pour vous, et en termes de traitement et en termes de frais associés au reste de votre vie. Donc, vous avez peut-être pris votre retraite plus tôt, vous avez pris des congés maladie, des congés pour vous absenter du travail, pour aller consulter, aller à des rendez-vous. Donc, ce fardeau-là financier est vraiment très présent pour les patients, mais il est aussi là pour le système de santé puis la société. En fait, on estime même au Canada que c'est 10 de tous les frais associés à la santé qui sont liés à des frais causés par la douleur chronique. Fait que 10 c'est quand même vraiment pas rien sur des choses qu'on pourrait peut-être réussir à régler plus tôt si on prenait les gens en charge plus rapidement ou qu'on leur offrait des options de traitement plus efficaces. Malgré les nombreuses approches qu'on a de disponibles à ce jour, c'est encore la pharmacothérapie, donc les médicaments qui demeurent la première ligne de traitement. C'est souvent ce qu'on va se faire offrir en premier quand on va voir notre médecin puis qu'il voit qu'on a de la douleur. Il va nous prescrire des anti-inflammatoires la plupart du temps, puis des fois, ça peut aller jusqu'à des opioïdes ou des médicaments connexes comme des antidépresseurs tricycliques qui sont bons aussi pour réduire la douleur. Mais depuis plusieurs années, là, on s'accorde de plus en plus, et en médecine et en recherche,
pour dire que ce qu'on devrait préconiser, ce qu'on devrait mettre de l'avant, c'est des approches multimodales. Donc, de combiner plusieurs approches différentes pour réussir à trouver un traitement optimal pour réduire la douleur. Puis cette combinaison d'approches-là, ben, elle va être différente d'une personne à l'autre. Il faut l'adapter à notre patient. Puis dans le fond, malgré toutes ces approches-là qu'on a, malgré toutes les combinaisons qu'on peut avoir différentes, il reste encore au Canada qu'on dit qu'il y a à peu près les 2 tiers des personnes qui ont de la douleur chronique qui la ressentent d'intensité modérée à sévère, donc une grande intensité malgré les traitements possibles. Et aussi, malgré toutes ces approches-là, il y a la moitié des gens qui ont leur douleur depuis au moins 10 ans. Donc 10 ans de douleur chronique malgré des tentatives puis des combinaisons de plusieurs approches différentes. Il faut vraiment s'attarder à trouver des nouvelles approches qui vont nous permettre de réduire la douleur. Et c'est là où j'arrive avec ma nouvelle technique qui est la stimulation transcrânienne par courant direct. On va l'appeler tous ensemble la TDCS pour le restant de la présentation, puis c'est probablement comme ça que vous allez en entendre parler le plus d'ailleurs. Donc, est-ce que ça fonctionne? Comment ça marche? À quel point c'est efficace? On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que c'est la TDCS? En fait, c'est une technique qui est non invasive, ce qui veut dire qu'on ne pénètre pas à l'intérieur du corps. Donc, c'est des électrodes qu'on vient mettre par-dessus les cheveux, sur le cuir chevelu, et on n'a pas besoin d'avoir de piqûres, on n'a pas besoin de raser les cheveux, on n'a pas besoin d'aller vraiment, on reste en surface. À l'intérieur, ben, en fait, on va faire circuler un courant électrique, mais de très faible intensité. En fait, ce qui alimente notre appareil, c'est une pile 9 volts. Fait que ça vous donne une idée de l'intensité à laquelle on stimule, là, c'est vraiment très faible. Puis ce courant-là, très faible, qui va circuler d'une électrode à une autre, ben, ça va permettre de venir moduler l'excitabilité de régions du cerveau. Puis nous, ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment de venir changer l'excitabilité de votre cerveau dans des zones où il y a eu des changements qui ont été causés par la douleur. Puis je sais que c'est quand même assez contre-intuitif, c'est même presque fâchant de se faire dire qu'on va se faire stimuler le cerveau alors qu'on a mal aux genoux ou au dos. Puis c'est là où je viens vous parler du cortex moteur. En fait, la plupart des gens, puis probablement que c'est la même chose dans votre situation, la plupart des gens qui ont de la douleur chronique se sont fait dire c'est dans ta tête cette douleur-là. Puis c'est quelque chose qu'on entend vraiment souvent. Puis même si cette phrase-là est vraiment choquante, ben c'est pas tout à fait faux. En fait, quand on ressent de la douleur, c'est parce qu'on a eu une stimulation qui est arrivée en périphérie, donc dans votre genou, votre dos, votre jambe. Et cette stimulation-là ne devient de la douleur que lorsqu'elle atteint votre cerveau et c'est votre cerveau qui vous dit que vous ressentez de la douleur. Donc, depuis plusieurs années là, maintenant, on sait que notre cerveau est important pour ressentir la douleur. Donc, sans notre cerveau, on ne la ressent pas. Ça reste quelque chose de plus flou, qui n'est pas nécessairement de la douleur. Puis, c'est aussi notre cerveau qui va nous permettre de moduler la douleur, donc de moduler ce qu'on ressent, soit à la hausse ou soit à la baisse en fonction de nos expériences passées, des attentes qu'on a. Donc, notre cerveau vraiment, vraiment est important pour moduler la douleur. Puis, une des régions de notre cerveau, pas tellement important que vous vous souveniez du nom de cette région-là, mais cette région-là qui est importante, c'est le cortex somatosensoriel, qui est, en fait, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran, mais sinon, je vais vous mettre ça ici. Le cortex somatosensoriel, il se trouve juste ici. Non, pardon, il se trouve juste ici. Deuxième ligne. Puis le cortex somatosensoriel, c'est la partie de notre cerveau qui sert à ressentir les choses. C'est lui qui est responsable un peu de nos 5 sens, de l'ouïe, du toucher. Il nous indique où est-ce que notre corps se situe dans l'espace. Donc, il est très sensible à la perception, à la sensation. C'est donc 100% logique que cette partie-là du cerveau soit impliquée dans la douleur. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est que récemment, on a découvert qu'il y a une autre partie de notre cerveau qui est vraiment importante pour ressentir la douleur, puis non seulement pour la ressentir, mais aussi pour la moduler. Cette région-là, c'est le cortex moteur que je vous ai mis en vert ici. Puis le cortex moteur, c'est plus étonnant qu'il soit impliqué dans la douleur parce que son rôle à lui, c'est plutôt de contrôler, d'initier les mouvements du corps. Donc, rien à voir vraiment avec la douleur. Si cette partie du cerveau-là a été découverte, ben c'est parfois par des découvertes un peu fortuites. Donc, on ne cherchait pas nécessairement à trouver ça, puis c'est ce qu'on a trouvé. Puis c'est un peu ce qui nous est arrivé dans un projet de recherche qu'on a mené dans le laboratoire où je travaille. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir des gens qui n'avaient pas de douleur. Donc, on a fait venir des gens qui étaient en parfaite santé, qui ne ressentaient pas de douleur au quotidien. Puis, on les a fait asseoir dans une chaise comme vous voyez ici et on leur a mis sur la tête un casque d'électroencéphalographie.
Le casque que vous voyez ici, en fait, c'est un casque qui est parsemé d'électrodes partout sur la tête et ça nous permet de venir enregistrer l'activité du cerveau puis des régions du cerveau qui sont les plus stimulées. Donc là, comme on avait des personnes qui n'avaient pas de douleur, on leur a infligé une douleur pour venir voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand les gens ont de la douleur. Et donc, on a pris une crème à base de piment fort qu'on est venu appliquer sur l'avant-bras des gens. Cette crème-là, à base de piment fort, vient agir jusqu'à ce qu'on ait une intensité de douleur d'environ 5/10. Donc, quand on a une intensité de douleur moyenne, on venait regarder ce qui se passait dans le casque d'électroencéphalographie. Est-ce qu'il y a des régions du cerveau qui sont plus ou moins actives quand la personne est en situation de douleur? Puis ce qu'on a remarqué, dans le fond, c'est que l'activité du cortex moteur était vraiment diminuée quand on ressent de la douleur. Donc, quand on a une personne saine, donc une personne sans douleur, qui ressent de la douleur, bien, l'activité de son cortex moteur diminue. Donc, si quand on a une présence de douleur, notre cortex moteur diminue son activité, on peut assumer, puis c'est en fait bien clair maintenant dans la littérature, que les personnes qui ont de la douleur chronique, donc qui ont de la douleur au quotidien, vont avoir un cortex moteur qui est un peu sous-actif, donc un peu moins actif qu'une personne qui n'a pas de douleur. Donc, pour venir soulager la douleur, ce qu'on aurait à faire, c'est réaugmenter l'activité de notre cortex moteur pour réussir à effacer ou diminuer la présence de douleur. Donc, on va venir avec notre méthode de stimulation transcrânienne, la TDCS, cibler le cortex moteur dans le but de venir réaugmenter son activité. L'une des premières équipes qui a essayé de montrer ça chez des patients, c'est une équipe française, pardon. Puis en fait, eux, ce qu'ils ont fait, ils sont allés très drastiquement, pas avec nous comme avec la TDCS. Ils ont vraiment ouvert la boîte crânienne, ils ont pris des électrodes et ils les ont mis directement sur le cortex moteur primaire. Ensuite, ils refermaient la boîte crânienne et ils stimulaient le cortex moteur de leurs patients qui avaient de la douleur et ils réussissaient à avoir des diminutions de douleur chez les gens juste en stimulant l'intérieur de leur cerveau. Donc, en ciblant le cortex moteur que j'appelle M1 aussi sur mes diapos. Donc, une façon maintenant de venir stimuler ça, le M1, le cortex moteur, sans avoir à ouvrir la boîte crânienne et implanter des électrodes, ben, c'est d'utiliser des techniques qui sont non invasives comme la TDCS. C'est bien beau, tout ça. Maintenant, c'est de savoir est-ce que ça fonctionne. Là, je vous présente ici une partie des résultats du projet que j'ai fait pendant ma maîtrise. Dans le fond, j'ai utilisé la TDCS chez des personnes aînées qui avaient de la douleur chronique. Aînées, j'ai le goût de le mettre en guillemets parce que les gens avaient 60 ans et plus, fait que je considère qu'ils étaient quand même assez jeunes. Mais on est vraiment allé dans cette population-là parce que plusieurs études montraient déjà que la TDCS était efficace chez des adultes plus jeunes. Puis nous, on voulait venir voir chez les aînés, donc des personnes un peu plus vieillissantes, est-ce que ça fonctionne encore? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est les gens qui ressentent généralement le plus de douleur. C'est ceux qui ont le plus de douleur chronique, donc c'est important de voir pour nous si la TDCS fonctionne aussi chez les aînés. Donc là, je vous guide ici sur mon graphique. Je vais prendre le pointeur à la place. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des pourcentages d'analgésie. Donc, plus le pourcentage d'analgésie est élevé, plus ça veut dire qu'on a eu un grand soulagement de douleur par rapport à la douleur qu'on avait au début. Ici, le temps de mesure 2, c'est pendant les séances. Donc, la TDCS, généralement, on s'entend pour dire qu'on la donne sur 5 journées consécutives. Donc, du lundi au vendredi, la plupart du temps, on donne des séances de traitement de 20 minutes à chaque jour pendant tous les jours. Donc, 5 jours consécutifs, les gens venaient me voir, ils recevaient 20 minutes de stimulation et ils retournaient à la maison, revenaient me voir le lendemain. Ce que vous voyez ici, dans le fond, c'est que les gens qui ont reçu de la TDCS réelle, donc de la vraie TDCS, ils ont eu une analgésie de 31%, donc réduction de douleur de 31% pendant la semaine où ils venaient me voir. Les gens qui ont reçu de la TDCS placebo ont quand même eu une analgésie de 14%. Donc, on doit toujours, en recherche, nous, battre le traitement placebo. Puis ici, on voit quand même que les gens qui ont reçu un placebo ont vu aussi un petit soulagement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra en parler pendant la période de questions. Puis pendant le temps de mesure après, c'est-à-dire une semaine après la fin des traitements, je faisais revenir les gens puis je remesurais leur douleur sans leur donner de séance, là. Donc, c'était vraiment juste une visite pour qu'on discute à propos des résultats de l'étude.
les gens rapportaient encore, ceux qui avaient reçu la TDCS réelle, une analgésie de 33 pendant la semaine suivante. Donc, l'analgésie est restée relativement la même pour ce groupe-là. Mais pour le groupe qui avait reçu le traitement placebo, là, vraiment, l'effet s'est complètement estompé pendant la période de suivi d'une semaine. Donc, la TDCS, ça semble fonctionner chez les aînés qui ont de la douleur chronique, mais là, on est dans un contexte de laboratoire, donc quelque chose d'assez contrôlé. Si je demandais aux gens de venir sur 5 journées consécutives, ben, s'ils annulaient une visite, on les excluait complètement de l'étude. Heureusement, là, de mon côté, c'est pas arrivé. Tout le monde est vraiment venu à leur visite. Mais ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que ça, dans le fond, cette technique-là, est-ce qu'on peut l'utiliser dans des cliniques? Est-ce que les physiothérapeutes, qui sont les personnes habilitées à donner de l'électrothérapie, vont avoir envie de le faire? Puis est-ce que, dans le fond, les participants ou les patients qu'on voit en clinique vont pouvoir venir sur 5 journées consécutives malgré le travail, malgré tout ça? Donc, de voir si c'était réaliste. Puis, dans le fond, malgré toutes les études qui montrent que la TDCS, ça semble fonctionner chez les aînés, comme je vous le montre là, puis chez les adultes qui ont été faites par plusieurs autres auteurs, bien, il n'y a personne qui s'est vraiment intéressé à amener cette technique-là vers le milieu clinique. Fait que ça reste encore quelque chose qui n'avait pas été exploré jusqu'à maintenant. Par contre, il y a des études qui montraient que, il y a des gens qui ont combiné la TDCS avec des approches qu'on utilise en clinique de physiothérapie, juste pour essayer de voir si on avait des avantages à combiner la TDCS avec autre chose. C'est ce que je vous présente ici. Dans le fond, ils ont essayé de combiner la TDCS pardon, avec des approches d'électrothérapie, donc d'autres approches d'électrothérapie comme le TENS, par exemple, que vous avez peut-être déjà utilisé en physio. Puis, d'un autre côté, des interventions qui sont plus basées sur les exercices physiques. Ce que vous voyez ici, dans le fond, c'est que, il faut battre la ligne médiane, qui est la ligne pleine, pour dire qu'on a un traitement qui est plus efficace quand on le combine. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est que quand on combine les approches d'électrothérapie avec, soit une approche en périphérie et une approche centrale en stimulant le cerveau avec la TDCS, ça semble relativement efficace, mais dans le fond, il y a seulement 2 études là, qui l'ont fait. Puis les résultats sont vraiment ambivalents. Donc, on va d'un côté, puis on va de l'autre. D'un autre côté, quand on combine la TDCS avec des approches d'exercice physique, comme vous le voyez ici, les résultats semblent plus clairs. Donc, toutes les études sont du même côté de la ligne pleine. Puis, toutes les études qui ont combiné la TDCS avec des exercices physiques nous montrent qu'il y a un bénéfice à combiner les deux. Donc, sachant ça, on devrait plutôt, en physiothérapie, combiner la TDCS avec des exercices plutôt qu'avec d'autres approches d'électrothérapie. En fait, c'est relativement logique ça parce que si vous vous souvenez bien, au début de la présentation, je vous disais que le cortex moteur, le M1, c'est la partie de notre cerveau qui est responsable d'initier les mouvements du corps, de contrôler les mouvements du corps. Donc, en faisant de l'exercice physique, ben, on l'active nous-mêmes, notre cortex moteur. Donc, seulement en bougeant ou même en pensant à bouger, on allume notre cortex moteur, on l'active, on le stimule nous-mêmes. Donc, en venant combiner une approche qui stimule nous-mêmes notre cortex moteur et une approche externe comme la TCS qui stimule elle aussi le cortex moteur, bien, on viendrait créer une espèce de synergie ou un effet bénéfique à combiner les deux. Peut-être qu'on n'aura pas le double d'efficacité, mais on risque d'augmenter notre efficacité un peu plus. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe quand on amène la TDCS en milieu clinique, donc là, je vous parlais des résultats que j'ai obtenus dans ma maîtrise dans un milieu de laboratoire assez contrôlé. Si on s'en va maintenant en milieu clinique, on a fait une étude en collaboration avec un chercheur qui est à la clinique du 6 de l'Abitibi. En fait, ce clinicien-là, c'est un physiothérapeute qui a fait ses études de doctorat et de post-doctorat en utilisant la TDCS. Et lui avait vraiment de l'intérêt pour amener cette technique-là à la clinique où il travaille. Puis il est devenu directeur de la clinique de gestion de la douleur du 6 de l'Abitibi. Puis il a réussi en fait à demander à une fondation un peu d'argent pour réussir à se munir d'un appareil puis donner des traitements à ses patients qu'il reçoit à la clinique. Ce qui est important de noter avant que je vous parle de la population, c'est qu'à cette clinique-là, ils ont vraiment un mélange d'approches, là. C'est vraiment pas une clinique où ils donnent des traitements passifs. Ils sont vraiment, proactifs dans le traitement de la douleur. Il y a des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, il y a des nutritionnistes, il y a aussi des neurologues qui sont là, puis des neurochirurgiens qui sont là pour
combiner toutes leurs compétences ensemble pour essayer de donner les meilleurs traitements possibles à, aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques, dans le fond. Donc, avec lui, on s'est mis ensemble, puis il a dit: «Je vais faire exactement la même chose que vous avez fait en recherche. Je vais donner 5 journées de TDCS consécutives avec 20 minutes, par jour, puis on verra si les résultats sont concluants». Donc, jusqu'à ce jour-là, il y avait 90 patients qui ont reçu de la TDCS dans sa clinique. Il l'a reçu en 2018, mais on s'entend qu'il y a eu une pandémie aussi qui est venue stopper un peu, les traitements qu'il pouvait donner. Ça reste quand même qu'il y a presque une centaine de personnes qui l'ont reçu. Sans surprise, comme je vous disais tout à l'heure, les femmes, on a plus de douleurs que les hommes. Donc, vous voyez ici qu'il y a un grand pourcentage des patients qui ont reçu la TDCS qui étaient des femmes, comparativement à même pas le quart des patients qui étaient des hommes. Les maladies qui ont été traitées, en fait, vous voyez ici une variété de pathologies. Pour notre clinicien qui donnait la TDCS, pour lui, ce qui était important, c'est de voir s'il y avait de la sensibilisation centrale avant de donner la TDCS. La sensibilisation centrale, en fait, ça s'évalue avec des professionnels, puis aussi avec des questionnaires qui nous permettent de voir si, dans le fond, le système nerveux est plus affecté. Donc, s'il n'y a plus rien qui est là en périphérie, si vous me dites, par exemple, j'ai de la douleur au genou, mais je passe des scans, il n'y a rien qui se voit, bien, généralement, on va coter là, ici à la sensibilisation centrale. Donc, lui, il donnait juste à des gens qui avaient de la sensibilisation centrale. Ce que vous voyez ici, c'est les gens qui avaient un SDRC, un syndrome douloureux régional complexe, qui représentait là, à peu près le tiers, le quart des patients. Il y avait des patients qui avaient de la douleur liée à des AVC. Un autre, à peu près tiers-quart des patients qui avaient de la cervicalgie, donc de la douleur au cou. À peu près la moitié des participants qui souffraient de fibromyalgie. Une petite proportion qui avait de la lombalgie. Puis ici, je pense que c'est un ou deux patients qui avaient des douleurs pelviennes. Puis notez ici que le ou les deux participants qui ont eu des douleurs pelviennes, ils ont eu des résultats un peu moins intéressants que les autres participants. Ce que vous voyez ici, c'est les résultats. Donc, lui, au lieu de faire un suivi d'une semaine, comme moi j'avais fait dans mon projet de maîtrise, on a fait un suivi d'un mois là, avec les patients. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le VAS, c'est l'échelle visuelle analogue. C'est en fait la fameuse échelle là, de 0 à 10, c'est seulement qu'elle est sur papier au lieu d'être dite oralement. Vous voyez dans le fond le avant, donc avant que les gens reçoivent le traitement, il y avait une douleur moyenne d'environ 6,1 sur 10. Après avoir reçu 5 séances de TDCS, on était descendu à environ 3,5 sur l'échelle de 0 à 10. Et le mois suivant, donc après avoir terminé les séances, il revenait un mois après. Et là, on était remonté légèrement, mais on est encore beaucoup plus bas, vous voyez, qu'au score initial. Donc, on a encore une réduction de douleur qui semble présente un mois plus tard. Le questionnaire CSI, c'est justement le questionnaire de sensibilisation centrale. Je vous disais qu'il fallait que les gens aient un score assez élevé à la sensibilisation centrale pour recevoir des traitements de TDCS. Bien, il l'utilisait pour déterminer si les gens recevaient ou non le traitement, mais il l'utilisait aussi pour voir s'il y avait eu un changement dans le temps. Donc, est-ce que les gens deviennent avec moins de sensibilisation centrale quand on donne la TDCS? Puis, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, que ça a diminué entre avant et après. Puis que, comme la douleur, ça remonte légèrement dans le mois suivant, mais on ne revient pas au niveau basal encore un mois après. Finalement, le McGill Pain Questionnaire, vous l'avez peut-être déjà même rempli. C'est un questionnaire qui nous permet de venir évaluer l'aspect qualitatif plus de la douleur. Donc, c'est une série de mots que vous devez coter si le mot décrit bien la douleur que vous ressentez. Donc, si vous trouvez, par exemple, que la douleur est comme une piqûre, un éclair, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, vous allez mettre une coche à chaque. Et dans le fond, plus on a des qualitatifs graves qui décrivent notre douleur, plus le score va être élevé. Donc, avant de recevoir le traitement, les patients cotaient environ 21 à cette échelle-là. Ça a diminué vraiment beaucoup pendant que les gens recevaient le traitement. Puis encore une fois, ça remonte, mais très, très légèrement dans le dans le mois de suivi. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que peu importe, dans le fond, comment on a évalué la douleur, que ce soit avec des indices plus de sensibilisation centrale, que ce soit la façon de décrire la douleur ou carrément d'une échelle de 0 à 10, les effets sont sensiblement les mêmes. La seule chose qu'on n'est pas venu vraiment évaluer, je pense, à la clinique, c'est l'efficacité sur la fonction physique, donc de savoir est-ce que les gens ont pu
recommencer à mieux bouger, dans le fond, avec les séances. Mais comme c'était combiné avec un petit peu d'exercice physique, on croit qu'il y a eu des effets sur la fonction qui ont été observés, mais ça n'a pas été, documenté. Puis là, je vous dis un peu d'exercice physique. Dans le fond, c'était vraiment très léger ce que notre physiothérapeute recommandait. Il recommandait là, d'avoir 5 à 10 minutes de marche légère dans la journée, donc ça pouvait être distribué à n'importe quel moment dans la journée. Puis il demandait aussi aux patients de faire environ 5 à 10 minutes aussi d'exercice léger qui ne venaient pas augmenter la douleur. Donc ça pouvait être des trucs comme du yoga, de la méditation légèrement active, juste vraiment de venir mettre un petit peu en action le corps, mais sans augmenter la douleur sans créer de douleur supplémentaire. Ah ben, finalement, je l'ai mis, cette slide-là. Donc les résultats, qu'on a observés, donc diminution de la douleur comme je vous le montrais tout à l'heure. Il y a eu aussi une amélioration du sommeil, donc augmentation du niveau d'énergie, peut-être associée aussi à l'amélioration du sommeil, mais aussi probablement en améliorant un peu la fonction physique, ben, on a aussi un petit peu plus d'énergie. Puis les patients ont aussi rapporté avoir une amélioration de leur concentration à plus long terme. C'est important de noter que les effets semblent durer 2 à 3 mois. Donc, on n'a pas, documenté précisément ces données-là, mais dans le fond, c'est ce que le clinicien observait, là. Les gens, après 2 à 3 mois, ils continuaient toujours d'être vus à la clinique, puis ils demandaient de recevoir à nouveau les séances de TDCS parce que la douleur semblait revenir à nouveau. Donc, il y avait une possibilité de la refaire, de recevoir des séances de TDCS une nouvelle fois après les 2 3 mois quand la douleur réaugmentait. Ce qu'on ne sait pas encore pour le moment, puis c'est des choses qu'il va falloir évaluer dans le futur, c'est de savoir si, on donne de la TDCS, est-ce qu'il faut vraiment la refaire à tous les 2 3 mois ou si on l'a donné 5 ou 6 fois, est-ce que, les effets perdurent à plus long terme ou, on est-ce qu'on est dans le fond obligé de redonner ce boost-là à chaque fois? Fait que ça, c'est vraiment des questions qui demeurent pour le moment, puis on n'a pas la réponse. C'est important de parler aussi des effets secondaires qu'on a observés pendant l'étude. Donc, c'est pas non plus un traitement miracle, malgré que toutes les personnes qui ont reçu de la TDCS, soit ont eu aucune amélioration ou des améliorations de tous les niveaux, mais personne n'a empiré sa douleur. Donc ça, c'est quand même important de le mentionner. Sinon, dans les effets secondaires un peu plus, différents qui sont pas liés à la douleur, il y avait 99 des patients qui ont ressenti des picotements sous les électrodes. C'est vraiment sans surprise, là, ça, parce qu'on s'entend qu'on envoie un courant électrique, même s'il est très faible, ce serait étonnant que les gens ne ressentent absolument rien sous les électrodes. Si vous avez déjà reçu du TENS, même si c'est un TENS qui est très, très léger, ben, on sent souvent le fourmillement, la vibration sous les électrodes. Donc, c'est un effet qui est indésirable, mais qui est pas nécessairement grave ou important dans le fond. Donc, le picotement est là sous les électrodes pendant qu'on reçoit le traitement. Puis en fait, c'est seulement de dire qu'on ressent le traitement qu'on est en train de recevoir. Il y a 80 des gens, par contre, qui ont ressenti de la fatigue. On était étonnés quand même de ce pourcentage-là qui est assez élevé. Heu, c'est pas ce qui est rapporté nécessairement dans la littérature, donc on se questionne à savoir si, quand on est dans les milieux cliniques, est-ce que la fatigue est plus importante parce qu'on doit parfois se déplacer un peu de plus loin? Ça demande quand même beaucoup là, de devoir se déplacer 5 journées consécutives. Je suis bien consciente que dans un contexte de douleur chronique, c'est quand même quelque chose d'assez exigeant. Il y a des gens qui peuvent même plus conduire non plus, donc il y a un mélange de tout ça. Puis il faut noter aussi que là, on était dans un contexte de région éloignée. Donc au CIS de l'Abitibi, les patients, sont pas tous très près, en fait, de la clinique. Donc il y en a qui avaient 1 heure de route à faire à tous les jours pour venir recevoir leur traitement. Ça pourrait avoir exacerbé la fatigue. Il y a 50 des gens qui ont reçu des maux de tête, qui ont ressenti, pardon, des maux de tête pendant la stimulation, donc la moitié des gens. Pour l'avoir, mesuré aussi de mon côté là, dans l'étude en laboratoire où j'avais la moitié des gens qui recevaient de la stimulation placebo, ben en fait, juste de faire le montage au niveau de la tête, il y a un élastique qui vient quand même serrer le crâne. J'avais autant de maux de tête ressentis dans le traitement expérimental avec la TDCS réelle que dans le groupe qui recevait le traitement placebo. Donc, il y a possiblement une partie qui est expliquée, oui, par le courant, mais il y a une bonne partie qui est expliquée par le fait de d'avoir un bandeau à porter
pendant une vingtaine de minutes. C'est important de mentionner que, les effets secondaires sont présents seulement pendant la semaine de traitement. Donc pendant la semaine, suivante, puis le mois suivant, il y a plus aucune personne qui rapportait des effets indésirables, là. Donc ça s'est vraiment estompé, soit immédiatement après les séances ou sinon tout de suite après, la semaine de traitement, les effets n'étaient plus là. Le futur, qu'est-ce qu'on envisage maintenant pour la TDCS, dans le milieu clinique? Donc évidemment, l'utilisation de nouvelles techniques, ça vient toujours avec, des défis, des petits enjeux. Donc, je pense que le premier, puis c'est celui auquel on s'est frappé aussi dans notre étude en clinique, c'est qu'il y a une méconnaissance puis une non-connaissance. Donc, le fait de ne pas connaître du tout un type de stimulation. Donc, les professionnels de la santé externes connaissent pas nécessairement la TDCS. Puis ça, c'est un des enjeux. Donc, on avait, quelques participants là, qui se sont fait recommander par le physiothérapeute traitant à la clinique de gestion de douleur de recevoir de la TDCS. Et d'un autre côté, les patients demandaient à leur médecin de famille qu'est-ce qu'ils en pensaient, c'était quoi leur opinion à propos de ça. Puis comme le médecin de famille ne connaissait pas nécessairement le traitement, ben, au lieu d'aller faire des recherches un peu dans les bases de données scientifiques, ben, il recommandait de ne pas recevoir le traitement parce qu'il n'en avait pas entendu parler encore. Fait que je pense qu'on a un travail là, pour faire connaître cette nouvelle approche-là, cette nouvelle approche pour que les patients puissent le recevoir un peu plus facilement en clinique. Techniquement, ça pourrait même être les médecins qui le prescrivent pour que le physiothérapeute le donne en clinique. Un autre enjeu qu'on a en ce moment, c'est que le CIS de l'Abitibi, c'est la seule clinique CIS qui est publique à offrir ce traitement-là. Les seules autres cliniques que je connais qui donnent des séances de TDCS, en fait, c'est des cliniques privées, donc des cliniques de physiothérapie privées. Puis en lien justement avec les cliniques privées, ben, il y a toujours un enjeu puis un petit malaise, dans le fond, avec le traitement du coup, combien on devrait offrir ce traitement-là. Il faut évidemment que l'appareil de TDCS soit rentabilisé, soit remboursé. Il faut payer le temps du physiothérapeute qui donne le traitement. Puis, il faut en fait que ça vale la peine de l'acheter, ce qui fait en sorte que, comme le traitement n'est pas encore très populaire, ben, il n'y a pas beaucoup de cliniques qui achètent l'appareil parce que c'est difficile de rentabiliser pour l'instant parce qu'ils ne savent pas trop à quel patient donner. Et ça m'amène justement à mon prochain point. Il faut déterminer à un moment donné qui sont les meilleurs répondeurs à la TDCS. Donc, est-ce qu'on donne ce traitement-là à tous les patients qui ont de la douleur chronique puis qui ont déjà essayé deux, trois techniques différentes, ou si on devrait déterminer déjà en recherche qui répond, qui ne répond pas, donc qui devrait avoir des bénéfices avec la TDCS. Pour l'instant, ça, c'est encore un peu vague. Ce que vous voyez là, c'est que ça semble fonctionner chez les aînés, comme je l'ai fait. Puis dans notre projet en clinique, ben, ça semblait bien fonctionner chez les personnes qui ont eu de la fibromyalgie, mais ça reste encore des hypothèses. Là. On n'a pas de groupe qui ont comparé, dans le fond, est-ce que les fibromyalgiques répondent mieux que les gens qui ont des lombalgies, par exemple. Donc, je peux pas terminer sans remercier mon directeur de recherche qui m'a guidée tout au long, qui est ici, Guillaume Léonard. L'équipe de la clinique du CIS de l'Abitibi qui ont vraiment été innovateurs, qui ont travaillé pour se munir d'un appareil de TDCS, qui ont vraiment permis de récolter toutes les données, puis qui ont aussi envie de partager la TDCS avec leurs patients. J'ai pas écrit son nom ici, là, mais le clinicien avec qui je travaille, le physiothérapeute, c'est Rodrigo Diamo, qui est vraiment un clinicien hors pair. La fondation de Rouen-Noranda, qui est la fondation en fait qui a payé l'appareil de TDCS. Sinon, on n'aurait jamais pu demander au CIS de payer un appareil qui n'avait pas assez de fondement scientifique pour eux. Et le Repart et l'OPPQ, qui sont deux organismes qui nous ont subventionnés, dans le fond, pour qu'on puisse faire le projet de recherche à la clinique.